je chute violemment et en une fraction de seconde, je perds l'usage de mes jambes. Donc là, je passe de pilote professionnel à personne handicapée. Diagnostic tombe, on me dit que je ne remarcherai probablement jamais. Je dois prendre un taxi en fauteuil roulant et que le taxi me voit arriver en fauteuil et qu'il s'en va parce qu'il n'a pas envie de mettre mon fauteuil dans sa voiture ou peur de je ne sais quoi. Je me dis qu'il y a encore énormément de progrès à faire en 2024. Je me dis qu'il y a encore énormément de progrès. La volonté est là, mais les choses ne sont pas encore concrètes. Axel, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors j'aime bien me décrire comme l'homme aux plusieurs vies. Voilà, j'ai pratiqué beaucoup de sports de haut niveau depuis mon plus jeune âge. BMX, j'ai été 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. Motocross, j'ai pu devenir vice-champion du monde junior. Natation après mon accident, où j'ai fait les Jeux paralympiques, 12 fois champion de France, recordman de France. Puis ensuite le Dakar, où j'ai voulu revenir avec les valides malgré le handicap. Puis plus récemment, l'Enduropal du Touquet, où je suis remonté sur une moto qui m'a rendu à la base paraplégique. Oui. Donc pour moi, c'était le moyen de boucler la boucle et de terminer un petit peu tout ce que j'avais pu commencer dans le passé. Cette moto, vous en étiez amoureux, hein, c'était une vraie passion. L'accident, il a lieu quand et dans quelles circonstances? 27 juin 2010. On est sur un Grand Prix qui est en Lettonie. J'ai rien contre la Lettonie, mais la Lettonie, les moyens médicaux à l'époque ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Un terrain qui est un peu compliqué, je chute violemment et en une fraction de seconde, je perds l'usage de mes jambes. Donc là, je passe de pilote professionnel à personne handicapée. Et là, on m'annonce, le diagnostic tombe, on me dit que je ne remarcherai probablement jamais. Mais je pense que c'est l'une des choses les plus dures qu'on peut dire à un gamin de 20 ans, lui dire qu'il sera potentiellement paraplégique pour le restant de ses jours, avec sa passion qui est terminée, avec une vie qui va littéralement changer. Comment on gère cela dans les premiers jours, dans les premières semaines? Je dirais qu'il y a plusieurs phases. Moi, j'ai voulu partir au combat tout de suite en rééducation en me disant qu'il fallait que je me batte le plus vite possible parce que la colonne vertébrale, les récupérations sont souvent dès le début. Il y a plusieurs échelons, 6 mois, 1 an, etc. Et donc là, moi, il fallait tout de suite que je me batte le plus vite possible pour que je puisse récupérer le maximum d'autonomie. Donc je suis parti dans cette phase-là où j'étais dans une bulle où je me disais, avant de faire un état des lieux, je vais d'abord essayer de me battre au maximum et après je ferai le bilan. D'ailleurs, ça a surpris aussi le médecin rééducateur. Il me voit arriver en fauteuil roulant, enfin sur un lit d'hôpital d'abord, et il me dit, j'ai été surpris parce que la première chose que j'ai vue, c'est un gamin qui était là avec le sourire. Alors que voilà, la situation était très grave. Et ça l'a vraiment marqué. Il en parle encore 14 ans après. Et aujourd'hui, avec mes parents, enfin déjà à l'époque, on était vraiment très soudés. Mes parents m'accompagnaient sur les compétitions. Mon père est un ancien sportif de haut niveau, dans la moto aussi. Et donc, quand j'ai eu l'accident, j'ai eu la chance d'avoir des parents très positifs, ce qui m'a permis d'avoir un entourage qui était avec moi, pas des personnes négatives en me disant que c'est terminé, le fauteuil, ta vie est foutue, etc. Donc ça a été quelque chose de très important dans le processus de la reconstruction. Et avoir des parents qui sont là autour de moi en me disant qu'on va trouver des solutions, on va s'adapter, on va continuer à se battre ensemble, ça m'a permis de prendre un peu de hauteur sur tout ça. Et donc pour moi, à 20 ans, c'était compliqué de me projeter mentalement, en me disant est-ce que je vais devoir me battre pendant 5 ans, espérer des choses qui peut-être ne reviendront jamais, ou est-ce que vaut-il mieux pas accepter le changement, être résilient face à cette situation? Donc oui, ça a été 2 ans et demi intenses. Et pour celles et ceux qui nous regardent là, vous dites remarcher. Expliquez-moi ce que vous entendez par remarcher. C'est remarcher normalement ou se retenir debout? Moi, j'ai eu une atteinte de la colonne vertébrale en L1 et T10. Donc, j'ai eu une section, pas une section, mais presque une section complète de la colonne vertébrale. Quand on a une section complète de la colonne vertébrale, jamais on peut espérer récupérer ne serait-ce qu'un petit muscle. Parce que les nerfs sont coupés, il n'y a plus d'informations qui passent. Donc, vous allez beau travailler comme vous le souhaitez, enfin, le plus possible, jamais vous ne récupérez. Et donc moi, dans mon cas, j'avais la chance de ne pas avoir cette colonne vertébrale entièrement sectionnée. Donc il y avait un petit peu d'espoir. Aujourd'hui, 13 ans après mon accident, j'ai récupéré 20% des muscles des jambes. J'ai les quadriceps et les psoas. Mais tout le reste ne fonctionne pas.
Et j'ai développé des attelles avec un orthoprothésiste, donc des attelles en carbone ici, D'accord. vous pouvez voir, Oui. qui me permettent de pallier à mes muscles qui sont paralysés. D'accord. Et donc en fait, grâce à ces attelles, j'ai réussi à me mettre debout entre les barres parallèles sur la terre ferme. D'accord. Et j'ai fait un petit pas, puis un deuxième, puis un aller, puis un retour. Puis au bout de 2 ans et demi, sortir du centre de rééducation en marchant avec 2 béquilles et des attelles. Donc voilà, ça a été une énorme victoire. Énorme victoire. Victoire qui est théoriquement impossible, parce que selon la théorie, avec le peu de muscles que j'ai récupérés, la science dit que c'est pas possible de me mettre debout. Je passe beaucoup de temps en fauteuil roulant, attention, hein, mais je peux me mettre debout et marcher quelques centaines de mètres avec 2 béquilles et mes attelles. Si j'insiste sur le côté médical de ce qui vous est arrivé, c'est bien évidemment parce que on se pose cette question comment je réagirais à ça, et souvent on se dit mais non, j'y arriverai pas, j'aurai pas la force. Vous avez conscience d'être un exemple aussi et d'être très inspirant pour plein de personnes aujourd'hui. Je l'espère. Vous l'êtes. En tout cas, je pense qu'on n'est jamais assez prêt à ce que ça nous arrive à un moment donné. Ouais. Personne n'est prêt. Et je pense qu'on est tous, à un moment donné, surpris de la façon dont on va réagir. Mais en tout cas, on a tous cette capacité en nous intérieure, cet instinct de survie, d'aller rechercher des ressources pour y arriver. À un moment donné, on a 2 solutions. La première, qui est d'abandonner, se laisser mourir, ou voilà. Ou le deuxième, se battre pour essayer de retrouver une vie la plus valide possible. Essayer de se reconstruire. Et donc moi, j'ai fait ce choix, comme d'autres personnes inspirantes aussi en fauteuil, de se reconstruire et d'essayer de démontrer que malgré le handicap, on peut avoir de nouveau une vie, travailler, faire des challenges, inspirer des gens, aller à l'école, avoir une famille. Et aujourd'hui, ça peut être parfois des préjugés où on voit arriver un fauteuil roulant, on peut imaginer que cette personne-là... D'ailleurs, le mot handicap me gêne. Quand on a le mot handicap, je pense qu'il y a cette consonance un peu tout de suite négative. Oui. J'aimerais changer ce mot handicap. Vous aimeriez... Au lieu de dire personne à mobilité réduite, je trouve ça réducteur. Personne à mobilité, j'en sais rien, inspirante, ou voilà, trouver quelque chose d'autre. Parce que on est peut-être handicapé, mais peut-être moins qu'une autre personne valide finalement. Dans bien d'autres domaines. Voilà. Donc ce mot handicap me gêne beaucoup et j'aimerais bien faire bouger les lignes aussi là-dessus. Mais vous allez les faire bouger, j'en suis certain. Justement, on a passé un moment sur l'aspect combat pour remarcher, bien connaître son corps, bien vous connaître. Vous êtes sorti au bout de 2 ans et demi, donc debout, avec vos 2 jambes, vos 2 béquilles. Challenge donc relevé. Depuis, vous en avez relevé des challenges. Vous allez m'en parler, parce qu'ils sont nombreux, je ne les connais pas tous. Mais... Pour moi, c'était le fait de redevenir le plus valide possible. Aller challenger des valides malgré le handicap, de nouveau avoir une carrière, c'était important pour moi. Pour remettre le contexte, moi j'ai toujours été un athlète de haut niveau, dans le motocross, dans le BMX. Je me retrouve en sortant du centre de rééducation, privé de mes jambes, sans aucune perspective d'avenir pour la suite. Et je me dis, maintenant, comment je vais me reconstruire? Qu'est-ce que je vais faire? Quel va être le sens de ma nouvelle vie? Et moi, l'écosystème de ma vie tournait autour de la moto. Je n'avais plus rien. Là. Et donc là, je me dis, par où recommencer? Et là, je me suis dit que le sport, c'était toute ma vie. Le sport, c'était quelque chose que je connaissais bien. Donc je me dis, pourquoi pas, malgré le handicap, démontrer que je peux de nouveau devenir un champion. Donc là, je me suis lancé dans la natation handisport. Quand on me voit nager, on dit, waouh, il nage bien, il performe. Et quand je sors de l'eau, on me voit en fauteuil roulant. Et il se dit, oh, et en plus, ce mec, il est en fauteuil. Ça, j'aimais bien. Ça a été un succès. On a fait 5 ans de natation. Je suis devenu 12 fois champion de France, vainqueur des European Master Games. Donc ça a été un succès qui m'a permis de me reconstruire physiquement, socialement, me créer des opportunités, découvrir le milieu du handicap que je ne connaissais pas du tout. Donc ça a été un énorme tremplin pour moi et je suis très heureux d'avoir pu faire ce choix parce que plein de choix s'offraient à moi après la rééducation. C'était reprendre les études ou bien reprendre un job dans la moto
ou le sport. Donc j'ai fait ce choix du sport et aujourd'hui, ça m'a plutôt bien réussi. Vous avez fait bien d'autres choses aussi. Oui, donc ça a été la première, je dirais, première étape. Mais j'ai voulu aller encore plus loin. Et j'avais envie d'aller challenger les valides malgré mon handicap. Pour décloisonner un petit peu les préjugés. Pour aussi faire une épreuve qui m'était chère, c'était de participer au Rallye Dakar. Rallye que vous devez connaître. Hein. Oui, je connais très bien. 10 000 km fameux. en 15 jours. Fameux Paris-Dakar. Donc je me dis, c'est un rêve depuis tout petit. Comment je pourrais faire pour y participer, non pas en moto, donc pourquoi pas en voiture. Et là, je monte un projet avec ma propre équipe sous le slogan #JePeux2020. Donc on a monté ce slogan, on a levé les fonds, développé une voiture pour que je puisse me rouler malgré le handicap. Et non seulement ce Dakar, je le termine, d'ailleurs j'ai ramené ma médaille, mais en plus de ça, je deviens la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie sur le Dakar devant les valides. Alors, quel est votre regard, vous, aujourd'hui, même si vous avez gagné, même si vous montrez qu'on peut toujours dépasser ses propres limites, repousser ses rêves, quel regard vous portez sur la situation, justement, du handicap en France? Vous avez évoqué tout à l'heure le mot, et c'est vrai, je partage complètement vos idées, qu'il faudrait trouver autre chose, en tout cas commencer à se pencher là-dessus. Est-ce que le handicap fait peur encore aujourd'hui en France? Est-ce que vous ressentez que on ne fait pas le maximum pour améliorer la vie de toutes celles et ceux qui, je le rappelle, n'ont pas vos capacités et n'ont pas la chance que la nature les ait dotés parce que c'est aussi une question de physique, d'intelligence, de tout un tas de choses. N'empêche que ce handicap, quand il est là, il faut vivre avec. Est-ce que la France est continuer de vivre avec? Est-ce que la France a des progrès à faire? Alors, je dirais que moi, j'ai cette chance, vous l'avez dit, d'à la fois d'avoir plus de capacités que certains. Parfois, en fait, j'ai les deux sortes de handicap. Quand je suis debout avec mes béquilles, le handicap est très léger. Mais aussi quand je suis en fauteuil. Donc, il y a ces deux facettes. Et moi, je vois l'énorme différence. Le regard des gens. Ah oui. Complètement. Quand je suis debout et quand je suis en fauteuil, il y a encore énormément de progrès à faire. Quand je suis debout, il n'y a pas ce regard de pitié, ce regard un peu triste. Quand je suis en fauteuil, ça change mais entièrement. Et donc, je vois énormément cette différence dans le regard des gens. Quand je vois que parfois, je dois prendre un taxi en fauteuil roulant et que le taxi me voit arriver en fauteuil et qu'il s'en va parce qu'il n'a pas envie de mettre mon fauteuil dans sa voiture ou peur de je ne sais quoi, je me dis qu'il y a encore énormément de progrès à faire en 2024. Je me dis qu'il y a encore énormément de progrès. La volonté est là, mais les choses ne sont pas encore concrètes. Est-ce qu'on réfléchit bien à la question du handicap en France pour vous, Axel? Parce que souvent, moi, quand j'en parle, je vais vous poser la question bateau, mais est-ce que le handicap n'est pas trop tabou en France? Les gens n'ont pas conscience tant qu'ils ne sont pas confrontés au handicap. Mais finalement, est-ce que la réflexion elle ne devrait pas être un peu plus philosophique, se mettre en face des peurs, justement, que le handicap, parfois, peut provoquer chez les personnes qui ne sont pas concernées? Peut-être se dire aussi que ce handicap, au lieu que ce ne soit que les personnes porteuses d'un handicap qui le portent seules, on devrait le partager tous ensemble. C'est-à-dire le vivre tous ensemble. Mais je pense que la sensibilisation doit commencer dès le plus jeune âge. Bien sûr. Le handicap, c'est pas une maladie, le handicap. Hein. Ouais. Parfois, il y a des gens qui ont peur de toucher mon fauteuil roulant. Ah oui. On me dit que ça porte malheur. Ah oui. On en est là, parfois. Ah non, moi, je touche pas à votre fauteuil roulant, ça porte malheur. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut... Il y a encore beaucoup de boulot. Réflexion à avoir, vraiment. En tout cas, vous êtes un visage... inspirant, je vous l'ai dit. En tout cas, là, vous ne ferez pas les Jeux Olympiques. Je vais être partie prenante en étant consultant, mais je ne vais pas être athlète aux Jeux de Paris 2024. D'accord. Ma carrière, entre guillemets, olympique et paralympique est plus derrière moi. Vous êtes vieux maintenant? Je suis jeune, mais un vieux pour le sport. Maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais. 34 ans, c'est ça, je crois, les vétérans. Donc,
Mais j'ai encore d'autres projets, de gros projets. Et donc voilà, j'ai toujours des rêves. Et toujours dans l'objectif aussi de partager cette mission de vie, essayer de faire évoluer les mentalités. Je pense que garder tout ça pour moi, ça serait un peu égoïste. Donc là, aujourd'hui, je fais énormément de conférences. Je dirais que c'est par des personnes comme vous que les choses avanceront, ça j'en suis certain, et c'est pourquoi je suis très honoré d'avoir eu cet échange avec vous aujourd'hui. Je suis ravi d'avoir été là et puis de partager tous ces messages de résilience, de positivité, de dépassement de soi. Et encore une fois, je ne suis pas là pour donner une leçon, c'est important. Je suis vraiment là pour que les gens puissent se reconnaître et que ça puisse résonner en eux le plus possible. Je pense que quand on a eu un accident comme le mien, on a tout intérêt à être humble parce qu'on sait que la vie peut basculer en une fraction de seconde. Oui. Donc on a beau être le meilleur, un sportif de haut niveau, avoir fait des défis en voiture, en voilà, on sait qu'on n'est que des êtres humains. On n'est rien face à l'univers, donc il faut rester très humble. Et aujourd'hui, voilà, je continue ce parcours de vie. Et votre passage ici à Europe 1 permettra peut-être à certains ce soir ou aujourd'hui de prendre conscience que nous sommes tous à la merci en une fraction de seconde d'un accident et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Le handicap touche tout le monde. Si ce témoignage vous a plu, eh bien, n'hésitez pas, vous aussi, à m'appeler sur la libre antenne au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, et peut-être que nous échangerons à la radio, et puis peut-être qu'un jour, vous vous retrouverez dans ce siège et que nous échangerons aussi en vidéo. Je vous dis à bientôt.